Justine, Ouais. tu sais combien d'Oscars ont été distribués aux femmes depuis que ça existe? Hmm. Réalisatrices. Ça fait 100 ans que les Oscars existent. Je sais pas, moi, je dirais 10, Moins. 8, Moins. 5. Moins. Tu déconnes là. 3. Non, deux. Deux. Et alors, en plus, c'est assez récent, puisque le premier, c'était pour Catherine Bigelow en 2010 pour Des mineurs. Ouais. Et le deuxième, c'était pour Chloé Zhao pour Nomadland en 2020. C'est Voilà. dingue. Bah ouais. Et tu vois, après, du coup, je me suis demandé, moi, plus largement, si je connaissais beaucoup de femmes réalisatrices, depuis que je connais le cinéma. Donc, je m'intéresse au cinéma depuis que je suis ado. Et donc, j'ai commencé à regarder pas mal de films pour me faire une culture cinématographique. Et Mhm. bref, à ce moment-là, et même encore aujourd'hui, tu me demandes de citer des femmes réalisatrices, genre deux. Bah, pendant longtemps, je crois que j'aurais été incapable de répondre à cette question. Et alors, pire pour les autres postes. Bah, maintenant que t'en parles, c- t'as grave raison en fait. Et d'ailleurs, tu sais quoi, je me rappelle de mon prof de culture générale en prépa. Il nous avait filé genre une liste avec des films à voir. Et sur les 12 pages de liste, je crois qu'il y avait à peine une réalisatrice, genre. Ah ouais, bah ouais, pareil, pour mon prof d'histoire de Cagne, c'est à peu près pareil. Et donc après, tu vois, je me suis demandé, je me suis dit, mais est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de femmes réalisatrices et en fait, quand tu fais des recherches, non, il y en a. Mais bon, c'est vrai que... Enfin, il y en a vraiment pas beaucoup. Hein. Non. Attends, j'avais un chiffre. C'était... voilà, tu vois. Selon le Centre national du cinéma, en France, entre 2011 et 2015, 80% des films français sortis en salle sont faits par des hommes. Et c'est encore pire dans les autres pays de l'Union européenne. Purée, c'est dingue. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, je crois que Sandrine Brouwer, qui est une productrice de cinéma et qui a notamment cofondé le collectif 50-50, bah, elle avait dit que en sociologie, quand un groupe était représenté à moins de 30%, bah en fait, c'était comme s'il était invisible. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, les femmes et le cinéma, elles n'existent pas, quoi. Bah, clairement pas, quoi. Et d'ailleurs, je comprends pas parce que pourtant, à côté de ça, il me semble que dans les classes de la Fémis, eh bah, 51% des étudiants sont des femmes. Donc, ça n'a aucun sens, genre, pourquoi? Comment on en est arrivé là? Parce que ce qui est bizarre, c'est que si on regarde bien, à l'époque du muet, il y avait plein de femmes réalisatrices, scénaristes, productrices et tout, non? Ouais, bah en fait, c'est un peu comme si le cinéma était né sans sexisme. Il y avait même plus de femmes réalisatrices à l'époque qu'aujourd'hui. Il y avait par exemple Mary Pickford, qui a monté sa maison de production, Louise Weber, qui fut l'une des plus grandes réalisatrices des années 20 et qui en 1916 était même la réalisatrice la plus payée au monde. Il y avait aussi Dorothy Asner, qui inventa la perche afin de mieux suivre le mouvement de sa comédienne sur le plateau, et pour ça elle accrochait un micro au bout d'une canne à pêche pour prendre le son. Et on peut aussi parler de Frances Marion, qui a reçu 2 Oscars, celui de la meilleure adaptation et du meilleur scénario original, ou encore Alice Guy. Qui ça? Tu connais les Frères Lumière, mais t'as jamais entendu parler d'Alice Guy? Et pourtant c'est elle qui a inventé les films de fiction, alors que les Frères Lumière, eux, ils se contentaient plutôt de filmer des documentaires. C'est la première réalisatrice à penser le cinéma comme un moyen pour raconter des histoires. Ah ouais, d'accord, effectivement, quand même. Et un des thèmes récurrents de sa filmographie, c'est le féminisme. Elle utilise l'humour pour faire passer des messages, comme dans son film Les résultats du féminisme, où elle filme des femmes qui s'habillent et agissent comme des hommes, et vice-versa. Elle est aussi la première à coloriser les films. Et bref, en 1910, Alice Guy quitte la France pour les États-Unis, où elle monte le premier studio de tournage Solax Film. Non mais le plus dingue dans tout ça, c'est que de retour à Paris, y a personne qui se souvient d'elle. Et même Léon Gaumont, il oublie de la mentionner dans ses mémoires alors qu'elle avait participé à l'élaboration de sa maison de production Gaumont. Et bref, donc personne veut financer ses projets, personne veut publier ses mémoires, et elle meurt en 1968 dans l'anonymat le plus total. Mais ça n'a aucun sens. Comment ça se fait qu'elle ait fait autant de choses et qu'aujourd'hui on la connaisse pas? Il y a 2 grandes raisons. La première, c'est l'avènement du son. Le fait de filmer des films avec du son, ça implique de filmer à l'intérieur. Et pour filmer à l'intérieur, il faut des studios. Et pour construire des studios, il faut de l'argent. Et les investissements qui ont servi à les construire provenaient des banques et du monde financier. Ouais, je vois. En gros, à partir de ce moment-là, le cinéma s'est lié à la hiérarchie monétaire qui était à l'époque très masculine, quoi. Ouais, et la deuxième raison, c'est la crise de 1929 qui frappe les États-Unis et qui plonge le pays dans la Grande Dépression.
À ce moment-là, les diplômés des universités de la côte Est n'ont plus de perspective de travail. Et à côté de ça, Hollywood est en train de se développer. On y tourne des films et l'industrie est très prometteuse. Certains diplômés décident donc d'y aller et les femmes disparaissent face à la venue de ces très nombreux arrivants. Et c'est donc là que les fans deviennent hyper sexualisés. Et pouf, le star system est né. Et donc du coup, elles deviennent hyper glamour et elles sont destinées qu'à alimenter les fantasmes masculins à partir de là. Je sais pas si c'est aussi radical que ça, mais oui, en quelque sorte, on peut dire qu'elles sont bien malmenées par les studios de production. Elles sont jamais assez belles, jamais assez minces, donc elles font appel à la chirurgie esthétique pour pouvoir travailler. Certaines, sous la pression, allaient même jusqu'à se faire retirer des côtes pour affiner leur taille, ou s'enlever des molaires pour affiner leur visage. L'exemple le plus marquant, c'est Greta Garbo. Après s'être fait traiter de grosse vache nordique par son producteur, elle a opéré un relooking complet. Elle s'est fait rectifier les dents, raser les sourcils pour les redessiner, etc. etc. Mais ce que je comprends pas en fait, c'est que même après ça, dans les années 70, genre, il y en a eu des femmes. Dans tous les pays émergents, il y a des grandes figures féminines dans la réalisation. Genre, regarde par exemple, en France, déjà on a Agnès Varda, qui réalise Cléo de 5 à 7 en 62, et qui s'impose vraiment dans les années 70 après la très masculine nouvelle vague. Il y a Nelly Kaplan avec La fiancée du pirate, Liliana Cavani et Portier de nuit, Delphine Seyrig qui passe derrière la caméra après avoir été actrice avec son documentaire Sois belle et tais-toi. Puis même, regarde, en Belgique, il y a Chantal Akerman, et aux États-Unis aussi. Il apparaît une nouvelle génération de femmes cinéastes avec Barbara Loden, Hélène May, Joan Micklin-Silver. Ouais, peut-être que c'est l'effet de la révolution féministe. Sans doute. Puis je pense qu'il faut ajouter à cela que le terrain est plus ouvert pour faire des expérimentations. Regarde, Jeanne Moreau réalise de très beaux films à cette période. En plus, il me semble que c'est à cette époque que les écoles de cinéma commencent à s'ouvrir aux femmes, ce qui leur permet d'acquérir pas mal de techniques. Ouais, mais je pense que tu vois, c'est vraiment qu'un progrès en apparence, parce que sur la période dont tu parles, il y a quand même seulement 0,5% des projets qui sont confiés à des femmes. Bon, finalement, la vraie question à se poser, c'est pourquoi il y a moins de femmes aux commandes. Qui sont les producteurs qui décident des films qui ont de la valeur? Quel type de film ils financent? En fait, l'un des plus gros problèmes pour les femmes, c'est ce qu'on appelle l'émancipation. C'est de faire œuvre, c'est de durer. En gros, à part Jacqueline Audry qui a fait un certain nombre de longs métrages et Yannick Bellon qui compte plus de 17 films, peu ont fait carrière. En gros, tu fais un film mais t'en fais pas 12. Et c'est encore le cas aujourd'hui parce que, regarde, actuellement, il y a 50% des élèves cinéastes qui sont des femmes, comme tu l'as dit, et pourtant, 75% des premiers longs métrages sont réalisés par des hommes. Et ça s'empire pour les seconds, voire les troisièmes longs métrages. Mais pourquoi? Alors oui, bien sûr, peut-être un peu d'autocensure, bien intériorisée depuis l'enfance, mais ça peut pas tout expliquer quand même. Je pense qu'on leur accorde beaucoup moins d'aide. Enfin, franchement, encore aujourd'hui, je suis désolée de le dire, mais les femmes, on s'en lave encore un peu les mains, et du coup, on leur fait moins confiance, et elles ont plus de mal à aller au bout de leur projet. Ah ouais, ok, d'accord, je comprends. Donc on leur file moins de thunes, voire Ouais. pas du tout. Et ça, du coup, ça entretient les inégalités, forcément. Bah oui, mais du coup, tu vois, on peut pas s'en sortir en disant, le talent n'a pas de sexe, parce qu'en fait, c'est pas du tout une question de talent, c'est une question de fric. Mais non, clairement pas. Et donc, tu vois, Justine, à Noël, quand tu iras voir ton vieil homme producteur là, et qu'il fera tout un laïus sur oui, quand on est méritant, on est reconnu ou je sais pas quoi. Bref, au moment, hop, petit tac, tu lui demandes ouais, ok, super, mais toi tu finances combien de femmes, t'as combien de femmes productrices, réalisatrices? Et là, il va te dire sans doute pas grand chose. Et puis après, tu vas lui demander mais est-ce que c'est parce qu'elles sont moins talentueuses? Mais sans doute pas! Parce que le problème, c'est pas qu'elles sont pas talentueuses, c'est que ton oncle et leur petit pote producteur, ses petits potes producteurs, en fait, s'ils filent pas la thune, en fait, les femmes, elles peuvent pas faire leur projet. Clairement pas, non. Et le Covid dans tout ça, ça a eu quel effet sur l'industrie du cinéma? La crise du Covid n'a pas aidé à améliorer la situation, comme l'explique Sarah Serange. C'est une des rédactrices des Cahiers du cinéma. Elle dit que l'industrie du cinéma est un peu tendue et qu'on va surtout donner du temps et de l'argent à des réalisateurs qui sont des valeurs sûres. Et les femmes qui vont proposer des films un peu plus indépendants auront moins de possibilités d'être financées. Ok, bon. Et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire alors? La priorité, c'est le financement. On va pas se mentir, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Depuis peu, il existe des mesures incitatives comme le bonus de 50-50. En gros, l'idée, c'est que depuis 2019, le CNC finance à hauteur de 15% les films où on accorde 40% des postes à des femmes, notamment sur des postes techniques où on a tendance à faire automatiquement confiance aux hommes. Et ça fonctionne plutôt bien en France. Ah ouais, comme ça encourage à laisser plus de postes techniques aux femmes, même si ça ne résout pas totalement la question de la répartition des rôles, quoi. Mais bon,
C'est déjà pas mal. Ensuite, il faut intégrer. Alors on peut utiliser les quotas par exemple, mais aujourd'hui, seule France Télévisions a suivi les recommandations en instaurant un quota minimal de 30% d'œuvres audiovisuelles réalisées par des femmes au sein du service public. Et bon, c'est toujours les mêmes problèmes qui se posent avec les quotas. Est-ce qu'imposer des quotas, ça limiterait pas la créativité artistique ou l'émergence d'autres talents ? Oui, c'est sûr. Mais peut-être que c'est nécessaire au début, non? Pour lancer une nouvelle dynamique. Comme le dit Sandrine Brouwer, il faut compter des femmes pour qu'elles comptent. Peut-être que c'est une étape nécessaire pour arriver à plus d'égalité dans l'industrie du cinéma finalement. Ouais, peut-être. Alors après, une autre solution, ce serait de dire. C'est d'ailleurs l'objectif de #paye ton tournage, qui est un réseau social où sont recensées les phrases sexistes entendues sur les plateaux. Peut-être qu'il faut aussi soutenir. Soutenir les filles dès l'enfance, les encourager à avoir de l'ambition, leur donner les clés de la réussite, que ce soit dans l'écriture ou la réalisation. Ne pas les décourager si ce sont les postes techniques qui attirent leur attention. Et soutenir dans la création ensuite, comme le fait le festival de films de femmes de Créteil créé en 79, afin que se faire une place dans ce milieu soit un peu moins un parcours de la combattante, tu vois. Parce que certes, depuis le mouvement MeToo, on a pris conscience qu'il y avait un problème dans l'industrie du cinéma et tu vois, on a un peu ouvert la boîte de Pandore. Maintenant, tout le monde est au courant. On en parle aux Césars, aux Oscars, il y a de la com. Super. Mais concrètement, dans les chiffres, depuis le mouvement MeToo, il n'y a que 3% de réalisatrices en plus. Donc finalement, il n'y a pas un si grand changement que ça. C'est super, hein, c'est super qu'on ait pris conscience, mais quand est-ce qu'on passe à la suite maintenant? Puis surtout, je crois que les inégalités, elles touchent pas que la réalisation, ça. Ah non, voilà. Il y a les techniciennes, les productrices, les critiques, etc. Par exemple, en 2018, 77,8% des critiques de Rotten Tomatoes sont des hommes. Alors, le truc, c'est que, comme l'explique Sarah Serange, dans le monde de la critique, il y a et un plafond de verre et un manque de critiques femmes. Et elle dit que, en fait, le problème, c'est que ça représente un désavantage, parce que ça réduit le regard et les analyses au seul regard masculin hétéronormé. Et donc elle n'hésite pas à affirmer que l'on perd beaucoup à réduire au silence et à invisibiliser une partie de la population de cette profession. Bah oui, ça permettrait de penser autrement les films, d'avoir un peu des femmes parfois dans le cinéma. Ouais, et puis tout le monde y serait gagnant, parce que tu vois, une femme qui est réalisatrice, scénariste ou technicienne ou opératrice, je sais pas quoi, je pense qu'elles ont une autre manière d'appréhender le métier. Totalement. Et est-ce que finalement, les femmes, actuellement, ce serait pas comme une sorte de pièce manquante dans le puzzle du cinéma ? Moi je pense. Et puis surtout peut-être que le point de vue féminin nous permettrait d'apprendre à aimer, à désirer, à voir le monde d'une autre manière. Surtout que les films, tu sais, c'est pas neutre quoi. Ça véhicule un fort contenu imaginaire, beaucoup de schémas, etc. Est-ce que ça serait pas utile d'avoir un autre regard finalement? Mais ça, on le verra dans un prochain épisode. En fait, dans l'histoire du cinéma, on se rend compte aujourd'hui, et pour certaines personnes c'est vraiment une espèce de révolution, que contrairement à ce qu'on a pu croire, il y a eu des femmes très tôt, on le sait en France, enfin, les personnes qui veulent le savoir savent qu'Alice Guy a été témoin et participante des tout débuts du cinéma. C'est-à-dire que le cinéma, la date de naissance, tout dépend ce qu'on appelle le cinéma, mais en France on considère que c'est 1895 où il y a eu la première projection payante, etc. Il y avait à l'époque ce qu'on appellerait aujourd'hui des opérateurs historiques qui étaient les Frères Lumière qui avaient lancé cette opération, et puis Gaumont, et puis ensuite Pathé qui sont toujours en activité. Et Alice Guy était secrétaire chez Gaumont. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'au départ, on vendait la machine. Ce qu'on appelait le cinématographe, c'était la caméra. C'était pas ce qu'on pouvait faire avec. Et l'idée n'était pas du tout... ça, il faut bien le garder à l'esprit si on veut comprendre comment des femmes ont pu avoir des responsabilités très très élevées. Et Alice Guy le dit dans ses mémoires, si on avait su le développement, on ne m'aurait jamais confié les choses. Mais même les Frères Lumière pensaient que le cinéma n'avait pas d'avenir. C'était une invention, c'était assez extraordinaire, mais bon. Et donc on a Alice Guy, et aux États-Unis, dans les années 10-20, on a des femmes qui sont sur ce qui n'est pas encore Hollywood, c'est pas encore les studios, mais elles sont à tous les postes.
Et en fait, aujourd'hui, on fait comme si on va dire « Oh là là, c'est extraordinaire, une femme qui… » Non, non, elles ont déjà tout fait. Les années 20 jusqu'à la fin des années 20, c'est le cinéma qu'on dit à tort muet, moi je dirais, ou silencieux, enfin un peu. Après, c'est vrai que avec le parlant, avec le développement d'une industrie du cinéma, même en France où on a tendance à mettre en avant plutôt l'artisanat que l'industrie, on va avoir affaire à des capitaux beaucoup plus importants. On rentre dans les choses sérieuses. Et les catégories qui avaient pu, aux États-Unis par exemple, les historiennes, les vraies, vont souligner qu'il y a les femmes et il y a les juifs, c'est-à-dire les catégories qui pouvaient subir des discriminations dans un cadre professionnel et qui là ont des responsabilités inédites qu'ils et elles perdent à partir du moment où ça devient un sérieux business rentable. C'est ce que dit Alice Guy. Hein, si on avait prédit que l'affaire serait rentable, à partir du moment où c'est rentable, là ça devient sérieux et donc les femmes sont mises de côté. Donc il y a tout un ensemble d'éléments qui vont contribuer progressivement à laisser les femmes sur le côté, y compris le fait qu'à partir du moment où ça devient un cinéma parlant, bruyant, on est dans d'autres configurations, y compris financières. Donc en fait, voilà. Mais ce qui est important de souligner, c'est que au tout début du cinéma, comme personne ne sait trop ce que c'est, que le cinéma n'était pas conçu pour raconter des histoires, c'était pas du tout conçu pour devenir un art, le 7e, même si dès les années 20, on va parler du 7e art. Les femmes y trouvent leur place, y ont leur place, en France comme ailleurs. C'est un peu un recrutement, une formation sur le tas. Il y a des femmes qui étaient à des postes dans ce qu'on appelle les arts vivants, que ce soit ce qu'on n'appelait pas les arts vivants à l'époque d'ailleurs, que ce soit le théâtre, l'opéra, les arts de la scène. Donc ces femmes-là vont travailler sur le cinéma. Il y a quand même quelque chose qu'on ne réalise pas bien aujourd'hui, qui est l'extrême modernité du médium. Travailler dans le cinéma, c'est quand même quelque chose. Mais voilà, après il y a une répartition qui est très genrée de qui fait quoi au cinéma, ça c'est sûr. Par exemple, les métiers qui étaient déjà féminins, ces métiers de femmes qui allaient du théâtre, de l'opéra au cinéma, les costumières, les maquilleuses, les coiffeuses. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour les métiers qui ont été créés par le cinéma pour le cinéma, je pense en particulier à la script girl, pendant très longtemps on a dit script girl. Donc la script girl, c'est la super secrétaire, c'est celle qui va noter qu'à la fin de cette prise, le personnage sort par telle porte et il est vêtu de telle façon, que la voiture c'est une telle marque, de telle couleur. Donc c'est la script, c'est un travail qui est créé pour le cinéma, on n'a pas l'équivalent dans d'autres arts, et la monteuse, qui là aussi est un métier qui est créé pour le cinéma. Les femmes travaillaient à développer des films, y compris dans les grandes usines où c'était vraiment un métier peu rémunéré et dangereux pour la santé. Et donc on a beaucoup de femmes dans les salles de montage parce que c'est l'époque du montage, on coupe, on colle. Et donc il y a ce côté petite main, c'est comme de la couture. Donc il y a des espèces d'assignations genrées, y compris dans les métiers qui sont créés. Par exemple, l'ingénieur du son, quand il y aura le son, comme dit son nom, ingénieur, donc là, clairement, il n'y a pas de femme à cette époque-là. Et ça, vous devriez regarder, ou en tout cas encourager votre public à regarder un film qui s'appelle « Et la femme créa Hollywood » de Julia et je ne sais plus le nom de sa sœur, Claude Berger, où elle montre quand même, avec des différents témoignages d'historiennes, que dans les années 40, c'est toute une question d'historiographie. On le voit en France aussi, moi je l'ai vu avec une cinéaste que personne ne connaît, sur laquelle j'ai travaillé, Jacqueline Naudry. Elle est partout. Il y a une surface médiatique, comme on dirait aujourd'hui, qui est très importante. Et donc en fait, moi je ne crois pas à la grande conspiration, je pense juste qu'il y a, compte tenu du fait que pendant très longtemps, les historiens du cinéma sont des hommes, ils ont tendance quand même à mettre en avant ce qui est fait par… Il y a une espèce d'entre-soi qui favorise une invisibilisation, y compris de celles qui ont eu une place importante au moment de tel ou tel mouvement dans l'histoire du cinéma.
Et celles qui échappent un peu à ça, c'est celles qui sont associées à des hommes ou à un mouvement où il y a surtout des hommes. Je pense à Germaine Dulac qui est associée aux surréalistes. Donc les surréalistes, bon, ça reste quand même Varda qui est associée à tort ou à raison à la nouvelle vague. Enfin, je pense plutôt à raison. Et donc qui va échapper à l'oubli. Quand d'autres qui ont eu, comme Jacqueline Audry, c'est la plus prolifique, je fais ma pub, des réalisatrices mondiales. Pour l'instant, elle va être rattrapée là, mais pour l'instant, 16 longs métrages de fiction, il n'y en a aucune qui en a fait autant. Elle est quand même très très présente dans le cinéma de l'après-guerre et elle est totalement inconnue. Donc il y a à la fois dans les listes, si vous voyez à la FEMIS, on donne aux étudiants, c'est la liste Alain Bergala, qui correspond à un film par semaine pendant les 4 années, donc 4 x 18, 4 x 5, ça fait 208 films qu'il faut avoir vus. La dernière fois que je l'ai consulté, il y avait 6 femmes. C'est quand même l'histoire du cinéma mondial depuis le début. Alors on a Méliès, on n'a pas Alice Guy, et puis dans les femmes, il y a quand même des grands noms. Il y a eu, si les historiens faisaient réellement leur travail, ils auraient trouvé, comme l'ont fait les féministes dans les années 70, qu'il y avait des pionnières dans tous les pays, y compris les pays auxquels on ne pensait pas nécessairement, les pays du Moyen-Orient, par exemple, le cinéma égyptien, qui était très très prolifique bien avant d'autres cinémas occidentaux. Il y a des femmes, alors d'accord, c'était des épouses d'eux, etc., mais bon, en France, on n'a pas de leçon à donner sur le népotisme au cinéma comme ailleurs. Donc, après, c'est la question de la postérité, et comment fait-on pour rester dans la mémoire? Vous savez, pour les humains, on dit qu'au bout de 2 générations, les gens disparaissent, les gens de votre famille, de vos amis, parce que les gens qui ont connu ces personnes disparaissent. Pour les figures publiques, c'est un petit peu différent, mais il faut quand même la faire travailler, cette mémoire. C'est-à-dire que si le nom ne revient pas, si on ne montre pas les films, si on ne donne pas le nom à un établissement, à un prix, à une rue, à une station de tram, ce nom, il est dans un livre, on va le trouver, oui, on va le trouver si on le cherche. Mais l'historiographie n'a pas, pendant très longtemps, n'a pas vraiment donné aux femmes la place qui leur revenait. Ben, ce qui s'est passé, c'est que la nouvelle vague est passée par là, et la nouvelle vague, donc c'est la fin des années 50. C'est une période en France où on a aussi la nouvelle constitution de 58, on a aussi le nouveau roman. Donc c'est vraiment une période où on sent une volonté de mettre à bas tous les anciens systèmes, qu'ils soient politiques, littéraires ou autres. Et donc la nouvelle vague, c'est Truffaut-Godard. En fait, il y en a plein d'autres, mais aujourd'hui, ce qui reste, c'est Truffaut-Godard. Et en 54, Truffaut avait écrit un texte dans les cahiers du cinéma qui a été créé en 51, dans lequel il dégomme, il n'y a pas d'autre mot, beaucoup de ses collègues en activité. Il faut savoir que ni Godard ni Truffaut n'avaient fait de cinéma. Pour eux, apprendre à faire des films, c'était vraiment bourgeois nul. Non, l'apprentissage, c'était la cinémathèque, c'était voir des films. Et ils vont s'imposer, et ils vont imposer aussi tout un héritage filmique qui va évacuer ce qu'on appelle le cinéma de la 4e République, ou le cinéma de qualité, de tradition, que Truffaut appellera le cinéma de papa. Et Audry va faire partie du bain qu'on va jeter avec le bébé et tout le reste. Et ça, si vous avez vu, ou si vous êtes curieux sur le sujet, il y a une série de documentaires de Tavernier qui s'appelle Voyage à travers le cinéma français. Lui, il aimait beaucoup le cinéma de la 4e République, parce qu'il disait qu'il n'y avait pas que des nanars. Je fais ça parce qu'il faisait souvent comme ça quand je parlais. Et il trouvait qu'il n'y avait pas que des nanars. Et du coup, il aimait beaucoup Audry. Il en parle d'ailleurs dans un des épisodes. Et il va essayer de réhabiliter le cinéma de la 5e République. De la 4e, pardon. C'est-à-dire tous ces films. Alors, ceci étant dit, il y a beaucoup de nanars. Il y a vraiment des choses qui sont irregardables aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire que Jacqueline Audry n'a fait que des chefs-d'œuvre. Mais je pense que ce serait bien quand même qu'on puisse se faire une idée. Et pour se faire une idée, il faudrait qu'on montre ces films, qu'on les voit. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Et quand vous regardez les programmes de la Cinémathèque, vous vous rendez compte que ça favorise une mémoire qui est plutôt auteuriste
Et tout ce cinéma, parce que la Nouvelle Vague a aussi contribué à instaurer une distinction qui existait, mais de façon beaucoup moins nette, entre le cinéma populaire, commercial, mainstream, on dirait aujourd'hui, et le cinéma d'auteur, d'élite. Et c'est un monde, c'est un peu si vous comparez les cinémas d'art et essai, les multiplexes. Le fait qu'elle soit une femme est un des éléments, mais c'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle a disparu des mémoires. C'est que le pouvoir prescripteur de la Nouvelle Vague, et surtout de Truffaut et Godard, et surtout des cahiers, et surtout de la cinémathèque qui allait avec tout ça, a fait que ce cinéma-là est difficilement visible. C'est vrai que quand il y a une recherche qui se dit mais il y avait des femmes, hein, mais il y en avait beaucoup. En fait, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques années, on fait sortir les muses de derrière leur mari, et on se rend compte qu'en fait, il y a des œuvres qu'on avait attribuées à telle ou telle personne, et qu'en fait, maintenant, on commence à se poser un peu des questions sur la maternité plutôt que la paternité. Alors, le problème du goût, c'est qu'il est très difficile à évaluer, et le bon goût en particulier. Donc, la qualité d'une œuvre, c'est pas comme un matériau dont on va pouvoir dire qu'il résiste à telle température et qu'il a telle densité, etc. C'est très difficile l'évaluation d'une œuvre. Si vous regardez par exemple les palmes d'or depuis la création du festival, vous allez sur le site, vous allez voir. Excusez-moi, mais si ça, c'est ce qu'on fait de mieux dans le cinéma mondial, je ne parle pas des dernières années, mais ça pose vraiment des questions. L'argument de dire qu'ils sont plus ci ou ils sont moins ça, enfin bon bref, je pense que ça a plutôt à voir avec l'impossibilité, l'incapacité d'un grand nombre de personnes, y compris des femmes malheureusement, parce que les femmes peuvent être leur best enemy. On revient à quelque chose qui on pensait, en ce qui me concerne, oublié depuis Aristote et la question du talent, etc., que les femmes n'ont pas de talent. La seule explication que j'ai au fait qu'on continue à avoir beaucoup moins de femmes dans les nains, c'est que cette idée selon laquelle les femmes n'auraient pas de talent reste très fortement ancrée chez un grand nombre d'hommes dans des institutions. Si vous avez lu le dernier livre de Rennes Pras sur les institutions culturelles, et en particulier le théâtre, et en particulier les conservatoires, comment se fait-il que toutes ces femmes qui sont majoritaires dans tous les conservatoires ne se retrouvent jamais à la tête de CDN? Comment se fait-il que toutes ces réalisatrices qui sortent de la Fémis et qui sont maintenant à parité depuis des années ne font pas bouger les chiffres de films faits par des femmes? Donc ça veut bien dire qu'il y a des obstacles, il y a des réticences, pour ne pas dire autre chose, à leur présence. Et parler du goût, qui est quelque chose d'indémontrable, même au 19e. Enfin, prenez n'importe quel art. On retrouve aujourd'hui des textes dont on se dit comment se fait-il qu'on ait pu passer à côté de ces chefs-d'œuvre, des romans. Mais parce qu'il y avait les poids lourds, les Balzac, les Hugo, les Zola, qui à leur façon écrasaient totalement des démarches qui étaient peut-être plus de gens qui savaient peut-être moins se mettre en avant, parce que c'est pas que l'œuvre, c'est toute une façon de la rendre visible. Aujourd'hui, qu'on peut comparer les parcours. Avant, quand avec Audrey, les femmes elles rentraient, elles faisaient un peu de ça, si elles se débrouillaient bien, si elles travaillaient, c'était le cas d'Audrey. S'il y avait un concours de circonstances, si les planètes étaient bien alignées, elles pouvaient faire leur trou et se mettre à tourner des films. Maintenant que les femmes sortent des mêmes écoles, on peut quand même un peu comparer les carrières. On peut se dire, bon ben voilà, on prend la promo 94, je dis 94 parce que c'est là où il y avait la première où ils avaient essayé de faire le même nombre de candidats que de candidates, et puis on regarde les carrières. Et puis on se rend compte quand même que, je ne dis pas que tous les hommes ont fait carrière, mais les hommes qui ont fait carrière ont fait plus de films, ont eu des budgets plus importants, etc. Donc quand vous comparez avec des personnes qui sortent du même moule, c'est là où vous vous rendez compte que le problème, il est autre. Et le problème, je pense, il vient du fait qu'il y a quand même sous-jacente cette idée qu'elles ne sont pas aussi douées.
Oui. J'aimerais penser le contraire, mais... et je sais parce qu'on en discute avec mes étudiantes, j'aimerais y croire comme elles, et comme eux, mais il y a un effet d'aubaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les avancées viennent surtout du fait qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Ça ne veut pas dire, parce qu'on ne les fait plus, qu'il n'y en a pas qui auraient envie de les faire, de continuer à les faire. Simplement, en France, on oublie que le cinéma, c'est une industrie qui fait vivre énormément de gens. Pas seulement les gens qui travaillent sur les films, mais tout ce qu'il y a autour du cinéma, c'est quand même... Mais au même moment, on fait comme si, en France, c'était de l'art et les États-Unis, c'est de l'industrie. Du coup, on passe sous silence le fait que c'est une question d'argent et qu'il faut beaucoup d'argent pour faire un film. Donc, il y a des choses, si le public, surtout maintenant, avec l'effet amplifié de modes de communication type réseaux sociaux qui peuvent vous casser un film plus sûrement et plus rapidement qu'une critique de Télérama, donc il y en a certaines qui réfléchissent à 2 fois. Par exemple, aux États-Unis, ils se sont rendus compte que les films qui passaient le test de Bechdel, comme les femmes représentent quand même une part majoritaire du public, et ben, ces films faisaient plus d'argent que les autres. Alors, on va quand même essayer de leur proposer la même chose. Wonder Woman marche, allez, on va se faire un petit sequel. Donc en fait, il y a un effet... et à la limite, aujourd'hui, je me dis, qu'importe le flacon. Et si ces films-là font avancer certaines représentations, c'est dommage que l'argent soit la carotte. Mais si ça marche, pourquoi pas. Mais je ne suis pas dupe du tout du fait que certains cinéastes, et même certaines femmes, se contrefichent de ces questions-là, mais vont pouvoir jouer cette carte de féministe. Enfin, quand vous dites le féminisme aujourd'hui, enfin même Blanquer dit qu'il est féministe, c'est quand même dire à quel point le terme est dévalué. Ou alors on n'a pas du tout la même définition. Il y a des féminismes et des films féministes. Donc c'est comme ça qu'on arrive à des situations. Moi, quelquefois, on me pose des journalistes qui me posent des questions sur est-ce que ce film est féministe. Et là, je tombe des nues en me disant, mais dites-moi en quoi, qu'est-ce qui pourrait sauver ou donner, justifier cette étiquette. Il y a des idées au niveau du financement, au niveau de la postérité, au niveau et au niveau de la distribution. Je pense que ça pourrait être un élément intéressant, y compris dans le financement. On peut dire, comme ça avait été fait après, lors des premières assises du collectif 50-50, on peut dire on donne un bonus s'il y a plus de femmes en position de pouvoir dans les équipes techniques, mais on pourrait dire aussi on donne un bonus si les films offrent des constructions féminines, moins stéréotypées, etc., qu'on donne à voir peut-être un petit peu autre chose. Ça ne veut pas dire, contrairement à ce qu'on entend parfois, qu'on va interdire aux misogynes des 2 sexes de continuer à faire des films misogynes. Mais ça veut dire que, s'ils font ce choix de film, ils auront peut-être moins de financement. Je pense qu'il y a des solutions qui pourraient éviter certains et certaines, surtout certains, de se voir les nouvelles victimes d'un macartisme, alors, qu'est-ce que j'ai vu sur le titre de Valeurs actuelles en passant là dans le métro, c'était le danger des féministes, il y a un truc sur les féministes, vraiment c'est moi à côté, c'est rien, quoi. Le danger vient d'elle, quoi. Oui, parce qu'on pourrait opposer l'idée que c'est une autre forme d'idéologie. Mais on peut tout à fait questionner les questions. C'est-à-dire que idéologie, mais il y a cette phrase de Benoît de Groult que j'aime beaucoup quand elle dit le féminisme n'a jamais tué personne, le machisme tue tous les jours. Le féminisme, si on le prend comme équivalent du machisme, le machisme, on ne peut pas dire que ce soit une idéologie, c'est une façon de vivre. C'est une façon de vivre en considérant que d'avoir une vision très masculiniste du monde, qu'il y a un sexe fort et un sexe faible, et que ça justifie
que les femmes aient moins ci, qu'elles aient moins ça, que ce soit au niveau financier, de retraite, place dans l'espace public et ou dans l'espace privé, etc., etc. Parce que on pourrait dire que le féminisme, c'est ça, c'est une prise de conscience des inégalités entre les sexes. D'accord ? Après, il y a différents degrés. On peut commencer par ça. Je suis sûre que vos grands-mères sont d'accord qu'il y a quand même des inégalités. Après, la question est de se dire, est-ce qu'on s'engage ? Est-ce qu'on fait comme s'il ne pas ? Comme s'il n'y avait rien ? Est-ce qu'on est dans le déni ? Est-ce qu'on essaye de tirer parti de ce que les femmes ont essayé de mettre en avant pour pallier cette inégalité, à savoir le charme, la séduction, on les mène par le bout du nez, enfin j'en sais rien. Ou alors est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on s'organise pour essayer de faire bouger les choses ? Est-ce qu'on met en avant des questions de droit ? Et là, on touche à autre chose.